Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de très grand froid. Et quand je dis très grand froid, c'est pas genre du moins 5 degrés, mais plutôt du moins 20, du moins 30, voire du moins 40 degrés. Tu sais que moi j'ai une fascination pour les vêtements dans des situations extrêmes, donc moi je me suis demandé, mais comment font les gens pour suivre à de telles températures? Comment on s'habille quand le vêtement devient un équipement de sécurité à part entière? Bah oui, parce que si tu te trompes dans ton choix de vêtements pour affronter de telles températures, bah tu peux tout simplement mourir. Tu peux faire une grosse hypothermie, on peut t'amputer des orteils ou tu peux perdre un bout de ton nez. Donc c'est vraiment un élément extrêmement clé. Alors personnellement, ce sont des températures que j'ai un tout petit peu expérimenté quand j'habitais à Montréal. J'ai fait du moins 20 ou du moins 30 degrés avec du vent. Bon, tu t'en sors, hein, mais c'est vrai que quand tu aspires, ça pique juste un petit peu. Et donc pour parler des vêtements grand froid, et bien donc on est dans une institution de l'outdoor français, à savoir la boutique du Vieux Campeur, ou plutôt dans l'une des boutiques du Vieux Campeur. Et pour en parler, je suis avec Louis-Alexandre, donc qui travaille dans la partie escalade alpinisme et qui aussi anime quelques tutos vidéo sur la chaîne YouTube. Donc Louis-Alexandre, est-ce que tu peux me parler un petit peu du Vieux Campeur pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cette institution? Ouais, alors le Vieux Campeur, c'est une boutique qui existe depuis 80 ans. On a fêté nos 80 ans il n'y a pas très longtemps. On avait commencé avec une toute petite boutique au 38 rue des Écoles qui est juste à côté, qui était une boutique de scoutisme, alpinisme et sport en plein air. La boutique s'est développée, on a maintenant 25 boutiques qui sont dans le quartier latin et d'autres boutiques qui sont aussi en province, à Lyon, à Marseille, à Grenoble, etc. Et on est une boutique qui fait tous les sports en plein air pour tout ce qui est randonnée, alpinisme et même de la voile, du kayak, etc. Et on essaye justement d'être présent sur beaucoup de sports et pas mal de sports de niche. On va faire peu de sports de balle et justement se concentrer sur la outdoor pure. C'est pas compliqué au Vieux Campeur, vous avez tout. Enfin, vous avez toutes les plus grandes marques, vous avez beaucoup de vêtements de très grande qualité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un honneur d'être là parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup le vêtement outdoor et pour moi, le Vieux Campeur, c'est un peu l'adresse incontournable en France. Merci Louis-Alexandre. Je t'en prie. Donc concrètement, quand il fait très froid, comment tu fais pour rester au chaud? Ce qui fait que tu as chaud, c'est parce que tu as des vêtements qui sont isolants, qui retiennent la chaleur que ton corps dégage tout seul. Et le meilleur isolant connu à ce jour, c'est tout simplement l'air. Ouais. C'est le vide. C'est exactement le même principe qu'un double vitrage où tu as une couche d'air qui est emprisonnée entre deux vitres. Voilà. Et tout l'enjeu d'un isolant, c'est d'emprisonner le plus d'air possible, que ce soit du duvet, du cachemire, de la laine, de l'isolant synthétique. C'est vraiment emprisonner le plus d'air possible pour te garder au chaud. Donc vraiment, le rôle d'un isolant, aussi paradoxal que ça puisse être pour rester au chaud, c'est de capturer de l'air, de capturer du vide. C'est ça qui est fascinant. Alors sur le contexte, l'isolant peut avoir plusieurs contraintes qui sont assez différentes. Parfois, il faudra un isolant qui résiste très bien à l'humidité, parfois il faudra un isolant qui soit très léger et très respirant. Ça dépend vraiment de ton utilisation. Et donc l'isolant qui arrive à capturer le plus d'air tout en restant le plus léger possible, c'est le duvet. Donc encore une fois, le duvet en lui-même n'apporte pas de chaleur. C'est en emprisonnant la chaleur de ton corps qui va te garder au chaud. Alors comment ça marche le duvet? Tu as plein de petits filaments qu'on appelle des barbules et ce sont eux qui vont emprisonner l'air si précieux. Alors le problème du duvet, c'est que s'il est mouillé, il perd totalement son pouvoir gonflant. Donc vu qu'il est moins gonflé, il est moins isolant et donc il va te tenir moins chaud. Mais face à de très hautes altitudes, donc il n'y a pas de pluie. Tu vois, quand il fait moins 10 degrés, il va pas pleuvoir. Donc l'air est très sec et là il y a très peu de risque que le duvet se trempe et là ça fait complètement sens de l'utiliser dans ce contexte-là. Il y a ça, puis aujourd'hui on s'est appliqué des traitements sur des duvets pour qu'ils ne retiennent pas l'humidité, ça se fait aussi. Alors petite parenthèse, tu sais que moi je suis plutôt un grand fan d'isolation synthétique pour un contexte urbain. Mais il y a un moment justement, si tu veux avoir très chaud en altitude tout en ayant une veste pas trop lourde, il n'y a pas d'autre choix que le duvet, c'est comme ça. À poids égal, le duvet tiendra toujours plus chaud que du synthétique. Par exemple, si tu regardes un sac de couchage en synthétique et un sac de couchage en duvet, tu verras que le sac de couchage en duvet, lui, est moins volumineux et plus léger. Donc effectivement, tu as des contextes où tu n'es pas forcément au gramme près, hein, et par contre, quand tu es en alpinisme à 6000 ou 7000 mètres d'altitude, chaque gramme compte. Déjà qu'avec l'air qui se raréfie, tu galères un peu dans ton effort. Donc forcément, tu ne peux pas te permettre d'avoir de grammes superflus. Donc là, la légèreté, elle est primordiale. Et l'autre caractéristique très utile du duvet, c'est qu'il est facilement compressible. Donc c'est très pratique quand tu dois avoir une grosse parka ou un gros sac de couchage, mais la mettre dans ton sac à dos. Et cette légèreté, c'est aussi un énorme enjeu de sécurité parce que tu ne peux pas te permettre d'être déséquilibré par un sac trop lourd quand tu es sur une falaise escarpée. Donc c'est hyper important, encore une fois, que tu sois le plus léger possible. Alors quand tu as une grosse parka en duvet, au niveau du fit, il faut que ça soit un petit peu ample. Donc on n'est pas du tout dans des enjeux de silhouette que tu peux avoir en ville. Là, il faut de l'ampleur tout simplement, parce qu'il faut que tu aies la place de mettre des couches en dessous. Et si tu as un vêtement avec une coupe assez ample, ça va permettre aussi d'emprisonner de l'air chaud, tout simplement. Alors concrètement, les alpinistes, ils se portent quoi? Ils ont des énormes parkas en duvet, que je vais te montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est le modèle Bering de la marque française Valandré. Donc tu vois que c'est très volumineux, mais ça reste quand même très léger. Donc ça peut aussi être sous forme de combinaison. Donc là, c'est l'un des modèles les plus connus de chez Millet pour aller faire l'Everest. Et là, je peux te dire que t'as pas froid.
Donc tu vois, tu as un énorme zip et bon, le petit détail pratique, c'est qu'à l'arrière, tu as une ouverture au niveau des fesses, tout simplement pour aller aux toilettes. Aussi, tu as un double zip, là aussi pour permettre d'accéder à tes affaires ou là aussi d'aller aux toilettes, tout en gardant le haut du corps fermé. Et point important, il faut que les zips soient facilement manipulables avec des gants. Et j'avoue, il y a une très bonne glisse. Et n'oublie pas d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur les zips il n'y a pas si longtemps. Donc là, forcément, une telle quantité de duvet, c'est une pièce qui est quand même assez onéreuse. C'est une pièce là qui coûte 1200 €. Mais pour te garder en vie, ça n'a pas de prix. Donc c'est du duvet et le tissu extérieur, c'est du Pertex. Alors tu sais que moi, je déteste les couleurs vives des vêtements outdoor, mais honnêtement, quand tu as un tel enjeu de sécurité, c'est important d'être hyper voyant, notamment si tu as un problème, il faut qu'on puisse se retrouver facilement. Donc pour le coup, je trouve que ça fait complètement sens d'avoir des vêtements qui sont d'un rouge bien voyant. Sur ce genre de pièce, le tissu extérieur n'a pas à être imperméable, parce que bon, on l'a dit, quand il fait moins 20 degrés, il n'y a pas de pluie. Éventuellement, souvent, il n'y a même pas de neige. Donc par contre, il doit être très léger, très résistant et très respirant. Respirant, pourquoi? C'est-à-dire qu'il doit laisser s'échapper la vapeur d'eau de ta transpiration, c'est hyper important. La légèreté du tissu, elle est très importante aussi, parce que si le tissu est trop lourd, il va écraser le duvet, donc tu vas perdre en gonflant, et donc tu vas perdre en isolation. Donc il faut vraiment un tissu dans lequel le duvet puisse vraiment exprimer tout son gonflant. Donc l'un des fournisseurs de tissu le plus connu pour cet usage, c'est Pertex. C'est un fournisseur qui existe depuis 1979 et ces deux gammes qui sont les plus connues, c'est la gamme Quantum et la gamme Equilibrium. Mais ce n'est pas le seul fournisseur. Par exemple, Valandré, avec la parka bearing qu'on a vu, eux ils utilisent un tissu japonais de chez Asahi Kasei qui est donc un petit peu plus lourd mais aussi plus résistant. Donc c'est vraiment, en fonction de chaque marque, c'est vraiment un équilibre à trouver en fonction de la légèreté et de la résistance. Alors j'ai parlé de parka, mais c'est le même principe que pour les jambes. Donc là aussi, les alpinistes, eux, ils ont des surpantalons en isolation synthétique ou en duvet, et ils ont les jambes bien au chaud, c'est pas un problème. Alors tu dois t'en douter, tous les duvets ne se valent pas, mais justement, comment on fait pour mesurer la qualité d'un duvet? Alors oui, il y a une unité de mesure pour ça s'appelle le coin. Le coin-coin, non je rigole. Donc oui, il y a une unité de mesure pour ça s'appelle le coin, pas le coin-coin, qui va mesurer le FP, donc le field power, qui veut dire le pouvoir de remplissage d'un duvet. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot coin? Ça veut dire cubic inch, donc c'est un cube qui fait 1 pouce de côté. Donc ça fait à peu près 16 cm3. Alors concrètement, on prend en général 30 grammes de duvet, on le met dans un cylindre et on met par-dessus un piston qui a un poids défini. Et on va regarder au bout d'une minute combien de volume, donc combien de cubic inch le duvet a occupé. Et donc si après qu'on ait mis le petit disque, on voit que le duvet occupe peu d'espace, ça veut dire qu'il est tout raplat. Donc il n'a pas un pouvoir gonflant, et s'il n'a pas de pouvoir gonflant, il n'a pas de pouvoir isolant, donc c'est un duvet de mauvaise qualité. Par exemple, 50 grammes d'un duvet de 900 coins occupera autant d'espace que 100 grammes d'un duvet de 450 coins. Et par contre, ça sera beaucoup plus léger et compressible. Donc à contrario, plus le nombre de coins est élevé, ça veut dire que plus le duvet a un pouvoir gonflant, et donc plus il va tenir chaud et plus il va être compressible. Ça peut vraiment faire sens d'avoir des pièces avec un énorme coin, tout simplement parce que quand tu es en altitude, au bout d'un moment, si tu veux un sac de couchage qui se tient extrêmement chaud, si tu n'as pas un coin très élevé, tu as un truc vraiment énorme, quoi. Donc là, c'est important d'avoir du coin élevé pour avoir un sac de couchage qui se compresse et que tu peux porter. Le problème avec le coin, c'est que tu as des normes de mesure qui sont différentes. Donc tu peux avoir la norme européenne, la norme américaine, et ce qui va changer, ça va être la taille du cylindre, ça va être le poids du disque ou du piston qui va écraser le duvet, ça va être même la quantité d'échantillons que tu vas mettre. Donc c'est assez complexe et honnêtement, on préfère un épisode entier sur les secrets du duvet et du coin, tellement c'est un sujet qui est très vaste. Mais il y a quelques nuances et le nombre de coins ne dit pas tout. Par exemple, si le duvet vient d'un élevage de qualité, il sera plus dense et donc il emprisonnera plus d'air. Du coup, tu peux avoir un duvet de 650 coins qui peut avoir les mêmes qualités thermiques qu'un duvet de 800 coins, simplement parce que la matière première est de meilleure qualité. Et un coin plus élevé peut être aussi un peu plus sensible à l'humidité, donc c'est vraiment un bon équilibre à trouver. Parfois, tu peux aussi avoir le signe plus à côté du nombre de coins. Par exemple, tu peux avoir écrit 850 coins plus. Le signe plus, ça désigne que c'est un duvet qui est au minimum 850 coins. Ce n'est pas une moyenne. Pour te donner quelques repères, Canada Goose utilise par exemple du duvet de 650 coins, alors qu'en alpinisme, on va plutôt utiliser du duvet de 800 ou de 900 coins. On sait faire du duvet de 1000 coins, mais du coup c'est très cher parce que ça demande un travail de section du duvet qui est très important. Alors tu as peut-être entendu parler du duvet d'Eder, qui est un duvet qui est très rare, qui est encore très cher, qui vient du canard Eder, qui est un duvet qui est récolté à la main dans les nids. Alors c'est hors de prix, mais c'est plutôt utilisé dans des couettes très haut de gamme, si tu es prêt à mettre 4000 € dans une couette, plutôt que dans des vêtements d'alpinisme. Mais tu n'as pas que les coins qui comptent, tu as aussi la quantité de duvet total qui est utilisée pour un vêtement qui donne une information précieuse. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas tout le temps indiquée. Mais ce n'est toujours pas fini, parce qu'en fonction du traitement du duvet, même de la nourriture de l'oie, tu as plein de petits paramètres qui, mis bout à bout, peuvent beaucoup influencer sur la qualité finale et le pouvoir thermique du duvet. Donc tu l'as compris, le duvet, c'est un vaste monde. C'est assez compliqué de savoir concrètement ce que tu achètes, d'où l'intérêt d'aller dans des boutiques vraiment spécialisées.
Et tu viens de comprendre pourquoi tu as autant de magazines qui testent du vêtement outdoor. Et donc pour un usage urbain, comme je l'ai dit, je pense qu'on peut largement se passer de duvet et laisser les oies tranquilles. Par contre, pour l'alpinisme, je vois pas du tout comment on préfère autrement. Donc sache que maintenant, tu as des normes qui garantissent les conditions de récolte du duvet. La plus connue d'entre elles, c'est la RDS pour responsable down standard. C'est une norme qui s'assure que, par exemple, les oies n'ont pas été gavées. Mais contre le froid, il n'y a pas que le duvet, il y a aussi l'isolation synthétique. Alors si elle ne convient pas à un usage en alpinisme, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça ferait des parkas beaucoup trop volumineuses et lourdes. Si par contre, en usage en alpinisme, elle ne convient pas forcément parce que, au bout d'un moment, tu aurais une parka qui serait juste énorme et trop lourde. Par contre, dans d'autres contextes, elle peut tout à fait convenir. Je pense par exemple à la vie quotidienne dans des régions très froides comme au Canada. Je pense aussi à une promenade en forêt, avec peu de dénivelé dans la neige. Là, ça fait complètement sens d'avoir du synthétique. Alors ça dit, il y a quand même quelques marques, pas beaucoup, qui utilisent de l'isolant synthétique pour des parkas très grand froid. Donc la première qui me vient, c'est Wiggies, c'est vraiment son truc. Il utilise un espèce de ClimaShield pimpé qu'il appelle la lamellite. Donc en fait, il y a une machine qui fait ça exprès pour lui, qui va mettre du silicone sur les fibres du ClimaShield, ce qui va permettre à l'eau de s'écouler encore plus facilement et de glisser encore plus facilement sur les fibres. Alors j'ai jamais pu mettre la main sur un vêtement Wiggies, qui est quand même assez old school, parce que bon, les frais de port m'ont souvent découragé. Mais je suis très curieux. Tu as aussi Beyond Clothing, qui est une marque américaine. Eux, ils disent qu'ils ont une parka, donc en Primaloft, qui disent qu'il peut aller jusqu'à moins 50 degrés. Et surtout, tu as Canuck, qui est une marque de Montréal, qui fait des vêtements contre le très grand froid. Eux aussi utilisent du ClimaShield. Donc eux, je crois que leur modèle full synthétique, il garantit une température jusqu'à moins 35 degrés, ce qui est quand même pas mal. Mais surtout, l'isolation synthétique fait vraiment sens pour des parkas pour travailler, parce que c'est moins cher que le duvet, c'est plus facile à entretenir. Par exemple, si tu travailles dans un entrepôt frigorifique, tu n'as pas besoin d'avoir la parka la plus légère possible. Par contre, il te faut quelque chose de très costaud et qui passe facilement en machine à laver. Et donc là, l'isolation synthétique est complètement adaptée. Alors, on a vu que donc les parkas sont portés quand il fait très froid, mais concrètement, qu'est-ce que les gens mettent en dessous de leur parka? Donc ils peuvent mettre une petite polaire, etc. Mais moi, il y a une pièce qui me fascine énormément, justement, c'est le base layer, c'est cette pièce qu'on va mettre à même la peau. Alors quand tu fais un effort physique par très grand froid, c'est un peu particulier parce que tu dois avoir besoin d'une pièce qui à la fois va évacuer ta transpiration et qui va à la fois te garder au chaud. Et c'est vraiment ce qui me fascine dans ce type de pièce parce qu'elle doit arriver à résoudre ce paradoxe. C'est là où Polartec règne en maître avec deux matières très connues. Donc tu as le Power Stretch, qui a une espèce de polaire très fine et très stretch que nous on a utilisé chez Bonne Gueule pour notre bomber. Et tu as aussi le Power Grid qui est comme une polaire mais quadrillée en fait. Et le quadrillage permet à l'air de bien circuler et d'évacuer l'humidité. Moi vraiment j'adore le Power Grid parce que je trouve que c'est une matière qui tient toutes ses promesses. Et quand je vais courir mes petits 5 km et qu'il fait très froid, ce truc porté à la peau c'est juste parfait, t'es vraiment trop bien dedans. Et oui, c'est un tissu que j'aimerais beaucoup travailler un jour chez Bonne Gueule. Mais évidemment, depuis quelques années dans l'outdoor, tu as aussi tous les base layers en laine mérinos. Donc c'est exactement comme nos t-shirts qu'on a chez Bonne Gueule en laine mérinos. Sauf que là, souvent on va mettre un tout petit peu de nylon pour ajouter de la résistance et de la durabilité. Alors pour info, Mike Horn, le célèbre explorateur, lui c'est un énorme partisan du base layer en mérinos parce que ça tient chaud même mouillé, ça sèche vite et surtout ça garde pas du tout les odeurs. Tu peux porter un t-shirt en mérinos plusieurs jours de suite sans aucun problème, ça va pas prendre les odeurs donc c'est assez pratique. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus fragile que le synthétique, c'est vraiment une question de goût personnel. Alors je parle de base layer pour le haut du corps, mais c'est tout pareil pour les jambes. Tu as vraiment des boxers longs en power stretch, en power grid ou en laine mérinos. C'est vraiment tout pareil. Et au passage, je te recommande dans ton placard d'avoir un boxer long en mérinos. Tu vas voir que quand il fait très froid en hiver, ça va te changer la vie. Tu mets ça sous n'importe lequel de tes pantalons, même ton chino en coton ou ton jean, tu vas être trop bien dedans. Mais tu vois, quand j'ai vu toutes ces matières techniques, ces mérinos hyper fins, très récents, je me suis posé une question. Dans le temps, comment est-ce qu'eux ils faisaient pour avoir un base layer qui les protégeait du froid quand tout ça n'existait pas? C'est là où les filets entrent en jeu. Ouais, tu m'as bien entendu. Par exemple, sur cette photo, on voit que Edmund Hillary, donc c'est celui qui a gravi l'Everest, porte sous sa chemise un espèce de filet de pêche sur lui. Donc là, celui qui porte sur la photo, c'est la marque Acclima, qui existe toujours depuis d'ailleurs. Mais à quoi cela peut-il bien servir? Le principe, c'est toujours le même. Le rôle de ce filet, c'est d'emprisonner de l'air, donc d'emprisonner des petites poches d'air entre ta peau et le vêtement que tu vas porter par-dessus. C'est exactement le même principe qu'un mèche de bretelle de sac à dos. C'est une technologie un petit peu old school, puis visuellement c'est assez particulier, qui doit faire face à des vêtements techniques très récents et très performants, mais c'est quand même un type de vêtement qui a vraiment ses gros partisans, notamment du côté des militaires, parce que c'est vrai que la transpiration, par très grand froid, elle est très bien gérée. Et donc à l'époque de Hillary, c'était vraiment le meilleur base layer possible, donc lui il le mettait à même la peau, et par-dessus il mettait une chemise en flanelle, vraisemblablement flanelle de coton, un petit pull en laine, un duvet et c'est parti. Donc aujourd'hui, tu as principalement deux marques qui font ce genre de base layer, tu as Bridge et Acclima. Et pour faire le lien avec ma vidéo sur le vêtement militaire, très récemment, tu as Crye Precision qui a annoncé un partenariat avec Acclima pour leur ligne Alpine. Donc tu vois. Alors personnellement, c'est un vêtement qui m'a énormément intrigué, donc j'en ai acheté un tout simplement, que j'ai testé. Je suis allé courir, il faisait moins de 10 degrés, donc j'ai mis ça même la peau et par-dessus un t-shirt à manches longues. Et franchement, c'est vrai que t'es trop bien, ça gère trop bien ça règle super bien ta chaleur et à la fin tu n'as pas ton t-shirt qui trempait de sueur. Donc vraiment, si tu as l'habitude de faire de l'activité physique intense en plein air,
honnêtement, donne une chance à ce genre de vêtements, c'est assez surprenant. Donc on a vu les parkas, les pantalons, les balayeurs. Maintenant on va voir comment se protège le visage quand il fait un froid extrême. Alors protéger sa tête du froid, c'est pas le plus compliqué. Il existe quantité de bonnets en tout genre, tu mets ça, tu mets ta capuche en duvet, et hop, c'est réglé. Par contre, le visage, c'est différent. Il faut faire attention parce que quand il fait moins 30 degrés, que tu as un vent qui t'arrive en pleine face, ben, franchement, ça peut te défoncer les lèvres et tu peux avoir des gerçures, tu peux avoir des problèmes au niveau du nez. Donc, c'est faut faire vraiment très attention. Donc, c'est pour ça que les alpinistes ou les explorateurs polaires portent des lunettes exprès parce que c'est pour éviter de se prendre un vent à moins 40 degrés directement sous les yeux. Parce que là, le moindre centimètre carré de peau peut se congeler instantanément. Certains aussi portent des masques spéciaux parce que respirer un air froid à moins 40 degrés, le faire rentrer directement dans tes poumons, ben, ça peut être assez douloureux, ça peut entraîner quelques problèmes. Par exemple, tu as la marque qui s'appelle Cold Avenger, donc ça ne s'invente pas, c'est vraiment Cold Avenger, qui propose des masques où tu as un système que la marque a inventé, qui va permettre d'humidifier et de réchauffer l'air juste avant qu'il rentre dans tes poumons. Donc là, on a eu le visage, on va maintenant passer aux mains. La protection des mains, elle est absolument primordiale, parce que si tu as les doigts gelés, ben, tu peux plus rien faire, tu peux plus faire un nœud sur une corde, tu peux plus ouvrir un sac à dos, tu peux plus ouvrir une bouteille d'eau. Donc il faut à tout prix que tu aies tes doigts en sécurité, ne serait-ce que pour éviter contre les amputes. Donc heureusement, on sait faire des gants qui tiennent très chaud aux mains et c'est souvent les mêmes technologies que pour une parka. Donc tu as des gants avec de l'isolant synthétique, des gants avec du duvet ou des gants même avec des membranes imperméables et respirantes. Donc là par exemple, tu as des gants de la marque Rab où l'isolant c'est du Primaloft. Donc ça c'est des gants d'alpinisme parce que tu as une face en cuir, tout simplement pour pouvoir protéger le gant quand tu vas gripper des rochers. Et là c'est un cuir un peu spécial, c'est du Pittard, c'est le nom de la tannerie qui propose ça. Bon, en fait, elle fait des cuirs qui permettent d'avoir un super grip, même quand le cuir est mouillé. Donc c'est un cuir qui est très spécifique. Et c'est vrai que dedans, on est bien. C'est comme une petite couette pour les doigts. Et surtout, tu as un système pour serrer le gant très simplement avec une seule main. Et après, tu peux desserrer très facilement aussi. Donc, pour les occasions où tu as vraiment un enjeu de chaleur qui va être la plus importante possible et pas forcément un enjeu de dextérité, il y a les moufles. Les moufles, ça va te dire plus chaud que les gants, tout simplement parce que tous les doigts sont bien rassemblés. Et donc la chaleur de chaque doigt va s'additionner avec l'autre, contrairement à un gant où tous les doigts sont séparés. Donc là tu vois j'ai un modèle de chez Black Diamond, donc tu vois c'est assez épais. Tu peux pas faire grand chose de tes mains avec, mais au moins tu reviens de ton expédition, il te reste encore tous tes doigts. Donc là c'est un modèle de chez Black Diamond, donc avec une membrane Gore-Tex, donc qui sont imperméables. Souvent tu as une petite partie en suède comme ça, en cuir qui sert à s'essuyer ou à se... voilà. Et l'isolation, donc là, c'est pas du duvet, c'est du Primaloft, mais du Primaloft par Kodenshi. Kodenshi sont des Japonais qui ont mis au point un traitement qui reflète les infrarouges de ton corps et ça permet de renvoyer de la chaleur. Donc ça permet d'avoir des gants qui tiennent encore plus chaud. Et alors là, je peux te garantir qu'avec ça, ah ouais, là, t'es bien. Franchement, tu vas pas en froid aux mains. Et c'est du Pertex aussi, du Quantum Air. Donc vraiment avoir les mains au chaud, c'est pas un problème avec le bon équipement. Donc on a vu les mains, maintenant on va passer aux pieds. Alors pour ne pas avoir froid aux pieds, c'est encore plus compliqué parce que bon, ton pied va être enfermé, donc il va dégager beaucoup de vapeur et ton pied va aussi être tout le temps dans la neige, donc il peut être très humide. Et malgré tout, il faut absolument quelque chose qui te protège bien ton pied du froid. Sinon, tu reviens, t'as plus d'orteils quoi, et c'est pas cool du tout. Alors comment est-ce qu'on fait pour se protéger des pieds dans un milieu où l'eau peut geler en quelques minutes, voire en quelques secondes? Alors ça va avant tout dépendre de ton usage, notamment si tu fais de la randonnée ou vraiment de l'alpinisme et des gros sommets où tu tapes des grosses falaises. Alors pour de la randonnée par très grand froid, tu as des chaussures spécialement faites pour ça, avec un isolant. Tu en as même certaines qui ont un isolant en aérogel, qui est une technologie inventée par la NASA, c'est la matière la plus légère au monde, et donc qui emprisonne énormément d'air. Ou sinon, tu as la bonne vieille botte contre le froid que peut proposer des marques comme Sorel ou comme Baffin. Si tu es allé au Canada en hiver, tu vois très bien de quoi je parle. Donc c'est une botte très épaisse avec un gros chausson en feutre de laine qui tient bien chaud, où le caoutchouc remonte beaucoup sur la tige de la chaussure pour éviter que le cuir s'abîme à cause de la neige. Alors il faut juste arriver à bien faire sécher le chausson en laine, donc si tu pars sur plusieurs jours, c'est important d'en prendre plusieurs. Et là on passe à l'alpinisme, et alors là ce sont des contraintes qui sont très différentes. Donc là ce sont des chaussures qui sont imperméables parce que tu vas passer ton temps le pied dans la neige. Elles doivent être très résistantes parce qu'il faut qu'elles résistent à des accros sur les rochers, et surtout elles doivent être bien rigides, tout simplement pour pouvoir être cramponnables. Et quand tu es sur une falaise très escarpée et qu'il neige, tu dois vraiment avoir un super maintien de ton pied. Donc c'est très raide, et c'est des chaussures vraiment faites pour l'alpinisme. Tu ne pourrais pas faire de randonnée classique avec, ça ne marcherait pas. Et pour une protection contre le froid encore plus accrue, elles ont souvent des guêtres intégrées. Donc voilà la bête. Donc ouais, c'est clairement pas fait pour aller se promener dans ton parc près de chez toi quand il fait froid. Donc tu as une membrane en Gore-Tex, tu as aussi des parties dans un tissu qui s'appelle le Super Fabric. C'est un tissu qui est extrêmement résistant. Si ton pied frotte contre un rocher ou quoi que ce soit, elle est bien rigide. Comme ça, si tu as un rocher qui te tombe dessus, tu crains rien. Donc là, le caoutchouc remonte pour protéger la chaussure de la neige. Et tu vois, tu as un petit rebord à l'avant, à l'arrière pour pouvoir facilement cramponner la chaussure. Et elle est vraiment très très raide, hein. Tu peux pas courir avec.
Et donc là, tu as toute la guêtre qui est intégrée. Donc on va l'ouvrir. Mais là, les parties argentées sont celles qui vont t'isoler du froid. Et là, c'est la partie en Gore-Tex, donc qui est imperméable et respirante. Donc voilà, et là à l'intérieur, tu as le fameux chausson. Donc tu vois, ça c'est du 44, c'est ma pointure, mais ça fait vraiment un pied énorme. Et c'est quand même un produit à quasiment 800 €. Donc hein, c'est vraiment fait pour des conditions très extrêmes et très particulières. Et voilà, c'est souvent un modèle que tu vas voir sur les photos qui ont fait l'Everest, parce que c'est un modèle de référence, d'où son nom, l'Everest. Donc tu peux avoir des modèles un petit peu plus légers. Donc ça c'est le modèle Népal de chez La Sportiva. Donc là aussi tu as quelque chose de très raide. Tu as à l'avant et à l'arrière de quoi mettre des crampons. Tu as un pare-pierre qui te sécurise ton pied. Et tu as un cuir assez spécial aussi qui résiste bien aux intempéries. Tu n'as pas de Gore-Tex, mais par contre tu as un isolant en Primaloft. Donc lui Alexandre que vous avez vu tout à l'heure, lui m'a dit qu'on pouvait faire un Mont Blanc avec. Mais qu'au-delà quand même à partir de 6000 mètres d'altitude, ce qui est quand même déjà énorme, il faut encore passer sur un modèle beaucoup plus costaud. Donc ça on est quand même sur un prix à 450 €, donc c'est vraiment de la belle chaussure de qualité. Mais encore une fois, tu ne peux pas te permettre de mettre ton pied en danger quand tu vas dans de telles températures. Donc forcément, avec de telles chaussures, le choix de la chaussette il est hyper important. Donc souvent, tu as des chaussettes en mérinos qui font très bien le travail, mais tu as aussi des chaussettes en tissu plus technique. Donc tu as même certaines chaussettes qui ont même un isolant Primaloft à l'intérieur. Et avant de clôturer le sujet pied, j'aimerais te parler d'une drôle de technique un petit peu old school que certains utilisent, qui s'appelle le VBL pour Vapor Barrier Liner. Donc qui est en français le pare-vapeur. Donc dans les faits, il s'agit littéralement d'un sac plastique que tu vas mettre sur ton pied. C'est tout le contraire d'une membrane respirante comme du Gore-Tex. Là, le but de ce sac plastique, c'est de ne pas laisser passer la transpiration et la vapeur d'eau de ton pied. Et quand je dis que c'est un sac plastique, c'est littéralement un sac plastique en forme de chaussette, hein, vraiment. Et donc son rôle, c'est de pallier à une énorme galère qui arrive quand tu marches plusieurs jours dans des froids extrêmes. C'est l'humidité qui va s'accumuler petit à petit dans tes chaussures. C'est encore plus problématique quand tu ne peux pas faire sécher ta paire de chaussures. Et un matin, quand tu te réveilles, il fait moins 20 degrés et ta chaussure, c'est un glaçon. Et tu n'as pas envie de te mettre ton pied là-dedans. Donc c'est une technique que j'ai vue pour la première fois dans une vidéo de François Calvier, un youtubeur qui adore les histoires de survie. Les amis, comment ça se passe? En fait, j'ai une chaussette toute fine en laine mérinos. Cette chaussette, elle va se mouiller par la transpiration dans la journée. Et le soir, j'aurai juste à l'enlever et à la mettre dans mon sac de couchage, dormir avec pour la sécher. Pour pas mouiller l'intérieur de ma chaussure, j'utilise une bâche plastique qui sert de protection, de barrière à la transpiration. Et ensuite, je rajoute pour l'isolation une bonne grosse chaussette en laine de mérinos qui elle aussi du coup va rester tout le temps sèche et bien me tenir au chaud. Voilà. Alors oui, c'est clair que tu vas avoir une étuve au pied, mais c'est infiniment plus agréable que d'avoir des pieds dans des glaçons et d'avoir des orteils amputés. Alors c'est une technologie qui est très rudimentaire, qui est très simple et peu coûteuse, mais les grandes marques d'outdoor n'en proposent pas vraiment. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. En termes de technologie, c'est niveau 0, c'est littéralement un sac en plastique que tu mets sur tes pieds. Il n'y a pas de membrane avec des super noms, t'as rien du tout ça. C'est aussi un accessoire dont l'utilisation est vraiment très restreinte parce que ça concerne vraiment les gens qui marchent plusieurs jours dans le froid, dans de très grands froids. Et face à des marques qui mettent souvent en avant le séchage rapide, la respirabilité, ça va totalement à contresens de leurs promesses habituelles. C'est comme si tu avais une pub pour ces chaussettes qui disait regardez avec ces chaussettes vous allez garder votre transpiration dans les pieds, c'est garanti, vous allez trop kiffer. Donc tu vois, ça marche pas très bien. Seule la célèbre marque Rab propose ce genre de produit. C'est plutôt des marques outdoor très old school, un peu à la papa-maman qui proposent ce genre de produits comme Stephenson Warmlight, Western Mountaineering ou Fortibello. Et là, si tu vas sur le site web de ce genre de marque, tu vas t'apercevoir qu'au niveau de la direction artistique, c'est très old school. Alors là, on n'est pas sur du Arc'teryx avec des belles photos, là ça reste beaucoup plus pragmatique. Et il est impossible pour moi de parler de pieds et de grand froid sans aborder le sujet de la Bunny Boot, dont d'ailleurs Converse est inspiré pour un de ces modèles que Christophe porte, notre rédacteur en chef. Alors ça s'appelle Bunny Boot parce que quand tu mets ça au pied, ça ressemble à des pieds de lapin. Tu as un modèle noir, et donc là c'est surnommé la Mickey House Boot, parce que vu qu'il est noir, tu ressembles à... Quand tu mets ça, tu as les pieds de Mickey avec. Alors il y a un site internet qui existe sur cette pompe, mais alors du site old school, je pense en avoir vu, mais alors là ce site il a pas dû être mis à jour depuis au moins 25 ans. Facile, tu vas voir, c'est vraiment... Quand tu vas sur le site internet, tu fais un bond dans le temps. Alors c'est pas très cher, c'est une pompe que tu peux la trouver pour une centaine d'euros sur eBay. Comment fonctionne une Bunny Boot? Alors ça reprend exactement le même principe que le VBL, donc du coup le Vapor Barrier Liner. Donc c'est une botte en caoutchouc, sauf qu'en fait tu vas avoir un isolant de la laine qui va être emprisonné entre deux couches en caoutchouc. Donc vu que la laine elle est emprisonnée entre deux couches en caoutchouc, elle va toujours rester sèche et garder complètement ses pouvoirs d'isolation. Et donc là par contre tu vas suer aussi à l'intérieur de la chaussure, tu vas abondamment suer, mais ta transpiration va toujours rester chaude et tu ne vas pas avoir les orteils amputés. Et toujours dans le très old school,
cool pour avoir chaud aux pieds, tu as les Muklook, qui sont des chaussures portées par les peuples arctiques. Alors aujourd'hui, tu as un fabricant américain de référence, c'est muklooks.com. Non, je rigole, en fait, le vrai nom de la marque, c'est Steger, du nom de la personne qui a créé cette marque. Alors ça ressemble à une botte avec une base en cuir d'élan, donc qui est très souple et qui est très résistant. Et au-dessus, tu as une tige en coton canevas. L'avantage d'avoir du coton, c'est tout simplement que c'est extrêmement respirant. Et du coup, il est traité d'éperlant pour pas se mouiller quand tu vas marcher dans la neige avec. Alors franchement, moi je dois avouer que j'aime bien le style de cette boot. Et si jamais je vais faire une expédition dans le très grand froid qui ne soit pas de l'alpinisme, je pense que je me laisserai tenter parce que je trouve que l'ambiance, le design de cette boot, c'est génial quoi, tu vois. Alors j'ai toujours pas fini avec le old school, donc si les peuples arctiques mettent des Muklook, en Asie centrale ils ont autre chose, ils ont des grosses bottes qui sont fourrées avec de la laine. En France c'est la marque Golox qui propose ce genre de bottes, c'est un nom qui vient, c'est le nom d'une région du Tibet et de l'ethnie qui l'habite. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est Sylvain Tesson qui est l'égérie de cette marque, et je trouve que le côté un peu old school assez brut va très bien avec le personnage. Donc comme tu peux le voir, c'est pas vraiment des bottes qui sont faites pour boire des cafés en terrasse. Donc voilà comment les gens se protègent les pieds du froid extrême. Et donc là on a fait tout le panorama des vêtements et des accessoires qui sont portés par des gens qui doivent marcher quand il fait moins 30 ou moins 40 degrés. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te donner envie d'affronter le grand froid en étant évidemment correctement équipé. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de retourner à Montréal en plein hiver et j'espère que tu vas kiffer le froid maintenant. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à notre chaîne YouTube et abonne-toi à notre newsletter et moi, je te dis à très bientôt. Salut!